Oh, parfait. Je suis là aussi? Oui. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Je suis Denis Bazin, je travaille pour la société Bellimo et aujourd'hui on voulait profiter de cette occasion à travers un retour d'expérience pour partager avec vous une réflexion sur les apports du numérique sur des petits objets auxquels on ne pense pas forcément, auxquels on n'attache pas beaucoup d'importance, qui sont les capteurs et actionneurs du CVC. Et donc je passe la parole à Robert Pelzer qui nous présente le projet sur lequel on s'est appuyé. Alors, je me présente, Robert Pelzer. Donc, moi, je suis le président du bureau d'études BTEC. Alors, nous sommes une ingénierie d'une à peu près 16 personnes et on intervient énormément dans la rénovation des bâtiments tertiaires dans Paris. On fait beaucoup de bâtiments haussmanniens depuis une vingtaine d'années. On travaille pour des maîtres d'ouvrage assez prestigieux comme la Mondiale Immobilière, G2R, Gecina, Groupama, toutes les grosses foncières parisiennes. Et là, on va vous présenter un immeuble sur lequel on a travaillé. C'est un immeuble, je dirais, qui est situé à Neuilly. C'est un immeuble qui n'est pas haussmannien, mais qui a été rénové de manière assez lourde. Donc, quand on est arrivé sur l'immeuble, c'est un immeuble qui fait à peu près 14 000 mètres carrés. Donc là, on voit l'équipe qui s'affiche. Donc, on a travaillé avec des architectes assez prestigieux. Donc, Lobjoie, Bouvier et Boisseau, c'était notre première opération avec eux. Et depuis, on en a 3 ou 4 avec eux. Donc, ça s'est très, très, très bien passé. Il y a eu effectivement un bon feeling. Gecina, c'est notre deuxième immeuble et on est en train d'en faire encore un troisième actuellement pour eux. Donc, on reproduit. Ce sont des clients assez fidèles. L'entreprise Legendre, on avait déjà travaillé une première fois avec eux sur un autre immeuble de plus petite taille. Là, ils se sont très bien débrouillés sur cet immeuble. Après, je vais vous expliquer un petit peu l'historique de cet immeuble parce que c'est un petit peu particulier. La maîtrise d'œuvre, donc c'était nous au côté maîtrise d'œuvre fluide. L'installateur CVC de Richebourg, il a bien joué son rôle. C'est une entreprise qui est vraiment montée en qualité depuis quelques années. Donc on les reconsulte sur d'autres projets justement avec Lobjoie. L'intégrateur, donc Agescom, qui a travaillé sur la partie GTB, Distech, qui récupérait toutes les données effectivement des 26 voies. Donc la surface de ce bâtiment, c'est un bâtiment un peu particulier parce qu'en fin de compte, Gecina a racheté, c'est un projet qui a duré presque 6 ans, en fin de compte. Et nous, on est arrivé au moment de la négociation avec les entreprises pour reprendre le projet complètement, refaire tous les cahiers des charges et suivre complètement le projet. Parce que le bureau d'études, à ce moment-là, n'a pas pu continuer, parce qu'il y a eu trop de changements. Donc, à un moment donné, ils ont jeté l'éponge, et nous, on a repris complètement toute la maîtrise d'œuvre. Donc, c'était un petit peu particulier. Et les contraintes de cet immeuble, c'était une hauteur sous plafond très, très faible, en fin de compte. Donc, là, on le voit ou on ne le voit pas, mais bon, la hauteur sous plafond doit faire 2,70 m, de dalle à dalle, 2,70 m. Donc, c'est très très faible pour des immeubles de bureaux. Donc, pour pouvoir donner quand même une qualité d'ambiance, déjà, on prend la méthode, entre guillemets, maintenant, il y a pas mal de maîtres d'ouvrage qui font les mêmes, qui vont dans le même sens, c'est-à-dire de ne plus mettre de faux plafonds du tout, de mettre des îlots. Alors, soit des îlots acoustiques, soit des îlots thermiques, et donc on travaille sur le béton brut. Donc, ça redonne un petit peu de hauteur, ça permet de redonner un petit peu d'aisance dans les immeubles. Donc sur cet immeuble-là, on a travaillé en béton brut. On voit même les poteaux béton brut qui apparaissent là sur l'image. Et puis avec des plafonds rayonnants, mais un peu spécifiques. C'est-à-dire que les plafonds rayonnants, c'est des plafonds thermodynamiques, dynamiques, pardon, pas thermo, dynamiques simplement, c'est déjà pas mal. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont collés à la dalle. Et on a non seulement un effet de rayonnement grâce au plafond, mais un effet dynamique grâce à la dalle. C'est-à-dire que la dalle est chargée en chaud ou en froid pendant la nuit et restitue de l'énergie pendant le jour. De telle sorte que, je dirais, un ratio moyen de plafond rayonnant en froid, c'est plutôt de l'ordre de 120 watts maximum au mètre carré. Là, on arrive à monter presque à 180 watts au mètre carré. Donc c'est très intéressant. Ça permet effectivement de traiter des surfaces un peu délicates, des angles assez vitrés où il y aurait des apports assez importants. Donc ça nous a permis, ça c'est le premier intérêt. Et le deuxième, c'est que le plafond est collé à la dalle. Donc globalement, on arrive à 8 cm hors tout au niveau du terminal.
Donc c'est très intéressant sur les immeubles où on n'a pas beaucoup de hauteur. Encore faut-il avoir des dalles béton, hein, que ce soit vraiment un immeuble béton. Et puis, dernier paramètre pour gagner de la hauteur, on a mis un faux plancher avec des plaques tôlées 6 faces qui font 2 cm d'épaisseur avec 4 cm de lime dans le faux plancher, de telle sorte qu'on prend 6 cm en totalité pour notre faux plancher. Ça nous permet de distribuer la totalité des postes sans avoir de problématiques particulières. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité de ce bâtiment. Alors autrement, concernant, je dirais, bon, l'éclairage, on est passé en LED, ça paraît évident, avec détecteur, gradateur, donc ça tout est géré effectivement par une GTB. La production, on est en production type thermo-frigo-pompe réversible, donc on peut faire chaud et froid en même temps, ce qui nous permet effectivement, en fonction des zones, de pouvoir alimenter par exemple certaines centrales de traitement d'air en mode chaud et avoir un mode froid sur certains terminaux. Bon, les terminaux plafond rayonnant, évidemment, sur ce type de matériel, on a forcément des 26 voies. C'est ce que nous, on connaît ce principe depuis, je dirais, les premiers qu'on a fait, c'est effectivement avec Belimo, c'est un partenaire pour nous, puisqu'on fait pratiquement toutes nos opérations en plafond rayonnant avec le produit Belimo, qui a évolué, effectivement. Au départ, il était moins connecté. Maintenant, on va vous expliquer en deuxième phase toute la connexion de ce produit, toutes les possibilités de mise en route et effectivement, et de maintenance, et de la possibilité de pouvoir modifier les espaces relativement facilement. Donc là, on voit effectivement toute la mise en œuvre. Alors c'est une mise en œuvre un peu particulière, c'est-à-dire que l'argent qu'on n'a pas mis dans les faux plafonds, on le met dans la technique. Donc c'est assez valorisant pour nous, je dirais, au côté ingénierie. C'est-à-dire qu'on veut des réseaux qui soient parfaitement rectilignes, qui soient tout est en tôle isoxale, et puis après, on travaille avec l'architecte sur la position de chaque élément technique. C'est-à-dire que là, les vannes, pour pouvoir les positionner à tel endroit par rapport à la circulation, on a fait une cellule témoin. On avait déjà fait une cellule témoin avant de traiter l'opération. C'était un peu particulier d'ailleurs, c'est un peu spécifique à ce chantier. C'est-à-dire qu'on a fait une cellule témoin avant de choisir l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait tout mis en place, on a fait la cellule témoin, et après on a fait chiffrer l'entreprise pour lui dire voilà ce que l'on veut. Et c'était encore qu'une ébauche. Et après, on a retravaillé pour refaire une marketing suite et pour arriver à un résultat le plus proche possible de ce qu'on voulait. Et on est arrivé à ce résultat qui est assez sympathique quand même pour des installations techniques. Donc tous les plafonds sont peints en noir. On voit toute la partie GTB et régulation qui est planquée effectivement en partie centrale du plafond. Et puis les magnifiques vannes Belimo avec la couleur orange qui ressortent un peu, qui donnent un peu de couleur dans ce monde tout gris. Donc voilà. Alors, je ne sais pas au niveau du timing si on est encore dans les temps. Alors, autrement, pour vous parler un petit peu de l'immeuble au niveau environnemental, donc nous avons mis en place des panneaux photovoltaïques sur la totalité de l'immeuble, sur 2 des 3 immeubles, parce qu'en fin de compte, c'est une réunion. Gecina a racheté des immeubles petit à petit, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment A, là, ce sont les bâtiments B et C, et il y a encore un bâtiment D qui a été racheté. Donc, c'est tout un ensemble immobilier. Donc, celui-ci fait à peu près 14 000. Le D 6 000 et le premier faisait de l'ordre de 8 000. Donc quand on a travaillé sur ces immeubles, on a rajouté sur le bâtiment A, sur lequel on ne faisait pas de travaux d'intérieur, des panneaux photovoltaïques pour permettre d'améliorer, je dirais, le bilan énergétique global de l'opération. On en a mis aussi sur les bâtiments B et C. Et puis sur le bâtiment D, on va en mettre, ça sera la prochaine tranche, puisque le bâtiment D était encore occupé par des locataires, donc on n'a pas pu faire les travaux en même temps. Donc c'est une opération par tranche, je dirais. Autrement, au niveau je dirais, de cet immeuble, je n'ai pas plus trop je pense que je suis à peu près arrivé au bout de l'explication de cet immeuble. Je peux passer la parole peut-être à Belimo pour vous expliquer un petit peu, puis on rebondira peut-être s'il y a des points complémentaires à apporter. Parfait. Alors, merci Robert pour cette belle mise en lumière du projet. Effectivement, et une nouvelle fois, ce projet le démontre, les bâtiments de bureaux neufs ou à rénover, comme c'est le cas ici, présentent d'excitants défis technologiques. L'atteinte de nouveaux objectifs en termes de performance énergétique,
en termes de confort thermique et sanitaire, en termes de réduction des délais d'exécution, penche souvent en faveur de solutions telles qu'on vient de le voir là, des plafonds rayonnants. Pour autant, faire ces choix-là à l'origine, est-ce que ça nous met à l'abri? Est-ce que ça nous garantit qu'on va atteindre ces objectifs? Je vous propose qu'on regarde un peu comment on peut faire pour sécuriser au maximum l'atteinte de ces objectifs. Pour de multiples raisons, changement de destination d'usage, travaux preneurs, à l'occasion d'un changement de locataire, on est dans ce type de bâtiment amené à changer le partitionnement des bureaux, changer le cloisonnement. Dans ce contexte plutôt évolutif, plutôt changeant, comment faire en sorte que l'hydraulique ait la capacité à suivre ces modifications, à s'adapter à ces besoins, aussi bien pendant la phase d'exécution qu'ensuite en phase d'exploitation, pendant la vie du bâtiment. La performance et le confort dépendent énormément d'une opération un peu mythique, l'opération d'équilibrage. Ça fait souvent, on dit opération, c'est un peu opération commando, les gens voient ça comme souvent un peu compliqué. Et pourtant, très souvent, cette opération, c'est un peu pareil en aéraulique, elle est faite par itération. C'est sans doute pas la meilleure méthode pour mettre le temps sous contrôle, parce que l'itération, on va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou 5, ou 12. On ne sait pas trop au départ, en fait. Donc, difficile de quantifier le temps qu'on va y passer, et puis également difficile de se projeter en termes de résultats. Donc, c'est sans doute pas la meilleure méthode. En phase de mise au point, la détection d'anomalies, de problèmes qu'on va rencontrer, et surtout la détection de l'origine et la correction, évidemment, sont des points cruciaux pour respecter un planning. Quand on détecte un problème, il faut être à même de le traiter le plus vite possible. Et sur ces projets, on a une contrainte, c'est le nombre d'unités terminales qui est souvent élevé. On a souvent des centaines d'unités terminales, parfois des milliers selon la taille du projet. Ici, c'était plusieurs centaines. Et donc, fatalement, c'est autant de risques de rencontrer des problèmes et de rallonger l'opération de mise au point. Comment, en plus, souvent, ces opérations, elles sont faites plutôt en fin de chantier, dans un temps contraint. On voit arriver la date de livraison, les réceptions, on a encore beaucoup de choses à faire. Et donc là aussi, travailler un peu dans le stress et la précipitation, ce n'est pas des conditions très, très favorables à l'obtention de bons résultats. Donc comment s'organiser, comment faire pour limiter au maximum ces risques, réduire ou en tout cas mettre sous contrôle le temps de mise au point, notamment en limitant sa complexité. Et puis enfin, on l'a dit, là on l'a passé, on veut aujourd'hui avoir des bâtiments plutôt sobres, et pour qu'un bâtiment le soit, il faut qu'il le soit à tout instant. Pas seulement à pleine charge. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que très souvent, quand on fait de la mise au point, on a un objectif, c'est d'atteindre un niveau, et pas forcément de performance, mais en tout cas de confort à pleine charge, en froid et en chaud. Et en faisant ça, peut-être qu'on oublie en fait que cette période-là, c'est qu'une période infime du temps de fonctionnement du bâtiment, quelques dizaines d'heures par an. La pleine charge, c'est pas beaucoup plus que ça, en fait. Et donc on oublie ça au détriment de tout le reste du temps, où on ne va pas être à pleine charge, et pour autant le bâtiment doit rester confortable et performant. Donc comment s'assurer en fait qu'on va atteindre le niveau de performance? Et associé à ça arrive derrière la question de la pérennité. Livrer un bâtiment performant, c'est bien. Donner les moyens à l'équipe d'exploitation de s'approprier facilement le fonctionnement du bâtiment, et la capacité derrière à maintenir dans le temps cette bonne performance énergétique, là aussi se trouve un challenge. Je vous propose qu'on voit maintenant par quel biais, quelle solution on a choisi d'utiliser sur cette opération pour essayer d'atteindre ces objectifs. Alors, pour réguler la puissance des plafonds rayonnants, utiliser une vanne 6 voies est devenu un standard. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui.
C'est même devenu tellement courant qu'en fait, on a oublié qu'en plus d'être pratique et peu chère, elle a deux qualités essentielles pour le bon fonctionnement des installations en changeover. Étanchéité parfaite et aucun mélange des fluides chaud et froid. On fait du changeover, on passe alternativement du chaud au froid, il y a un gros risque de mélange des fluides. Voilà. Et elle remplit parfaitement ces deux missions-là. Elle a une autre qualité extraordinaire, cette vanne-là. Elle nous donne la possibilité d'atteindre le niveau de performance énergétique maximal. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous donne la possibilité de ne délivrer que la puissance nécessaire au moment où c'est nécessaire. En effet, avec une vanne 6 voies, aucun débit parasite. Quand la demande est nulle, quand le besoin thermique est nul, elle est parfaitement étanche. Alors, ça peut paraître normal, et pourtant, la grande majorité des vannes qui équipent les unités terminales, donc pas les vannes 6 voies, les autres, les vannes 2 voies principalement, parce qu'on utilise quasiment plus de 23 voies pour cette application-là, la plupart d'entre elles, la grande majorité, ne sont pas étanches. Autre point crucial, lorsque la consigne est stable, aucune consommation. La vanne s'auto-maintient en position. Je coupe l'alimentation, elle ne bouge pas. Okay? Ça paraît évident, et pourtant, là aussi, 95% des vannes installées sur les unités terminales ne le font pas. En un mot, ce qu'on obtient, c'est la juste puissance à tout instant. Mais revenons sur peut-être la première de nos interrogations, qui était d'atteindre la performance énergétique souhaitée et une capacité à le vérifier. Et puis, associé à ça, comment être certain qu'on va pouvoir intervenir sur le fonctionnement de l'hydraulique tout au long de la réalisation du projet. Pour faire ça, il y a une condition à remplir, c'est avoir une capacité à modifier de manière simple les consignes de débit. Okay. Pourquoi? On a besoin de changer une puissance. On a besoin même parfois, là c'est très pratico-pratique, d'inverser les débits chauds et froids dans un système. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inversion sur le réseau hydraulique. Et c'est bien plus simple si on peut le faire au niveau de la vanne. On peut avoir besoin de répartir différemment la puissance disponible si on a changé le partitionnement des cloisons. Autant de raisons, autant de situations qui sont extrêmement complexes à appréhender avec des systèmes, appelons-les classiques. Avec un actionneur numérique, tous ces problèmes s'effacent. On va venir tout simplement paramétrer les débits à l'aide d'un smartphone sur l'appareil. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'au dernier moment en phase d'exécution et ensuite tout au long de la vie du bâtiment sans aucune difficulté. Donc on garde une grande capacité d'exploitation. On l'a vu, la mise au point est un temps important dans la réalisation d'un projet et on avait des vrais doutes, en tout cas des interrogations sur la capacité à limiter ça en travaillant pas par itération notamment. La vanne 6 voies remplissant les conditions de base pour obtenir un fonctionnement optimal, il reste un point crucial à traiter, l'équilibrage. Là, encore une fois, avec un actionneur numérique, on va s'affranchir des difficultés que ont les systèmes mécaniques à gérer, dans ce cas particulier du changeover, avec deux débits très différents, un débit chaud, un débit froid, qui sont fortement différents la plupart du temps. Et donc les systèmes mécaniques, pour eux, c'est un vrai défi d'avoir une capacité à gérer ces deux défis différents. Avec un système numérique, c'est très simple. On va utiliser ici, par exemple, l'association de deux éléments, un débitmètre ultrasonique qui va mesurer le débit, associé avec un algorithme. Cet ensemble va réguler parfaitement le débit qui traverse le plafond, en chaud comme en froid, quelles que soient les différences entre les deux débits. C'est simple, précis et fiable. Je vois que je suis un petit peu à la bourre, je vais accélérer un petit peu. Du coup, également, c'est
le temps de mise en service de chaque vanne est relativement court et surtout il est connu et maîtrisé, peu ou pas de risque de dérapage dans le temps. Et puis on peut même aller encore plus loin. Pour aller dans le sens d'une industrialisation, on peut même imaginer que les vannes arrivent préparamétrées par l'installateur dans ses ateliers ou par l'industriel au moment de l'expédition depuis l'usine. Reste alors seulement quelques adaptations à la marge à faire au moment de la mise en service. Autre point intéressant, le paramétrage peut se faire sans attendre que l'installation soit 100% opérationnelle. On peut faire ça par zone, par étage, au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et donc, du coup, on ne se retrouve pas contraint par les délais d'exécution. Et puis, l'autre enjeu majeur, c'était, on a vu, l'atteinte de la performance énergétique et la vérification de cette atteinte à tous les niveaux de besoin, à tous les niveaux de charge. Bien là, évidemment, quand on a fait des calculs thermiques, quand on a fait des simulations thermodynamiques, on a considéré la boucle hydraulique comme parfaite. Résultat, on n'a pas d'autre choix que de faire en sorte qu'elle le soit, ou en tout cas qu'elle soit le plus proche de ça. Et donc là, une nouvelle fois, le numérique va nous aider avec ce qu'on vient d'évoquer, ce système qui va mettre le débit sous contrôle. En termes de vérification, là aussi, un apport intéressant. On va pouvoir lire directement sur l'appareil le débit qu'il traverse pour vérifier qu'on a bien les conditions souhaitées. L'exploitant reçoit une installation dont le fonctionnement est optimal. C'est simple à comprendre, ça fonctionne, et il a les informations qui lui permettent de vérifier que dans le temps, il n'a pas de dérive par rapport à son fonctionnement initial. Donc on le voit, le numérique nous apporte beaucoup, une réponse pertinente aux interrogations qu'on avait. Alors, est-ce qu'on peut élargir cette réflexion à d'autres équipements au niveau de notre installation? Quand on regarde la conception des systèmes de gestion technique des bâtiments, c'est coupé en 3 niveaux. Les 2 niveaux supérieurs, eux, sont numérisés depuis très très longtemps. La couche management et la couche régulation, tout est numérique. C'est beaucoup moins souvent le cas pour la couche inférieure. Et pourtant, si on faisait ça, ça permettrait que ces capteurs et actionneurs, qui sont très nombreux, deviennent des maillons actifs du système de CVC et participent à l'amélioration, la simplification, la fiabilisation de son fonctionnement global. Mais peut-être, j'ai beaucoup utilisé le terme numérique et peut-être qu'il faut que je précise un peu ce qu'on entend par numérique. Souvent, la première idée qu'on a, c'est communicant, oui, mais pas seulement. Donc oui, communicant, mais beaucoup plus que ça. En fait, et tout d'abord, au même titre que les systèmes analogiques, on attend d'eux un niveau de précision au moins équivalent, mais également d'autres capacités, des capacités de paramétrage, d'adaptation aux besoins, capacité à signaler un défaut, une dérive, capacité à délivrer de l'information, évidemment sur le système, mais aussi localement, ce qui est très utile en phase de mise au point ou d'exploitation. Et puis enfin, des capacités d'autonomie, une capacité à gérer localement des fonctions plutôt récurrentes de sécurité, d'optimisation locale, de mesure. Par exemple, les installations à débit variable sont réputées, devraient être beaucoup plus performantes que les installations à débit constant. Pourtant, en raison d'un fonctionnement réel loin de leur point de fonctionnement théorique, c'est souvent pas le cas. Le syndrome de ça, c'est un delta-T faible, un différentiel de température entre l'aller et le retour faible, signifiant qu'on n'a pas consommé l'énergie qu'on a pourtant produite, transportée, livrée et qui est renvoyée au générateur. Ce phénomène est tellement fréquent et connu qu'il porte même un nom. On l'a baptisé, ça s'appelle un nom anglais, mais le low delta-T syndrome. Donc pour qu'on donne un nom à quelque chose, c'est que ça arrive plutôt fréquemment. Eh bien là, une vanne, elle aussi numérique, qui détecterait ça, qui détecte ça d'ailleurs, il ne faut pas que je parle au conditionnel parce que ça existe, qui détecte ça, va pouvoir d'elle-même agir et réduire le débit pour faire remonter le delta-T et être sûr qu'on a la performance attendue, la performance optimale du système. Donc on le constate, les capteurs et actionneurs progressent, ils intègrent de plus en plus de fonctions qui permettent d'améliorer la performance énergétique sans venir surcharger
les couches de communication supérieures au-dessus et qui participent à ce phénomène qu'on commence à entendre. On commence à entendre parler cette petite musique de sobriété digitale et de se dire on va peut-être pas envoyer dans le cloud en Norvège la température de mon bureau pour le contrôler. On a peut-être des moyens de le faire beaucoup plus simplement et localement. En plus, les couches supérieures, elles ont déjà beaucoup d'autres choses à faire. Elles doivent assurer le suivi de l'analyse de la performance, elles doivent communiquer avec leur environnement, la connexion au smart grid, elles ont plein de nouveaux usages à gérer, la connexion aux bornes électriques, ainsi de suite. Voilà, elles ont bien assez de travail pour qu'on les charge pas avec plus de fonctionnalités au niveau de ce qu'on peut gérer au niveau du terrain. En conclusion, le numérique apporte à ces capteurs et actionneurs un moyen supplémentaire et plutôt intéressant pour aller vers le fonctionnement optimal d'une installation, la production à la demande. Merci. Il nous reste quelques minutes pour des questions, je vous en prie. Oui, monsieur ? On va vous donner un micro pour que tout le monde vous entende. Merci. Bonjour. Est-ce que sur votre vanne d'équilibrage, il y a une mallette qui permet de vérifier le bon débit Il y a beaucoup plus simple qu'une mallette. J'allais dire mieux, mais c'est peut-être plutôt plus simple en fait, puisque justement on change de paradigme et on n'est plus dans cette approche avec des mallettes où on vient prendre l'information sur l'hydraulique, mais on reste dans le domaine du numérique. Et donc, comme il y a un ultrason, un débitmètre à ultrasons, c'est lui qui va faire la mesure. Et simplement avec un smartphone, en m'approchant de l'appareil, je peux connaître le débit qui passe à l'instant T. Beaucoup d'autres choses, mais le débit directement. Donc il suffit que j'ai un téléphone, je télécharge une application qui est gratuite et je peux connaître le débit en permanence qui passe à travers la vanne. Non, mais c'est surtout pour, au niveau de la réception, faire un état des lieux à la réception, faire un rapport pour... Alors on y a pensé, et la vanne émet d'elle-même un rapport de mise en service qui reprend tous les paramétrages qu'on lui a consignés au moment des opérations de mise au point. Et est-ce que vous aidez l'entreprise au choix du matériel pour faire son équilibrage ou son... Oui, absolument. Comme tout industriel, on accompagne nos clients dans la sélection, dans l'appropriation du fonctionnement des appareils quand c'est les premières fois qu'ils les utilisent. Voilà. Bon, en fait, on essaye surtout de leur montrer que c'est tellement simple à utiliser, mais on les aide pour ça, on les guide un peu pour ça, plutôt que les aider d'ailleurs, que c'est tellement simple à utiliser qu'ils y arrivent généralement même sans lire la doc. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Oui, nous, le retour d'expérience qu'on a sur l'affaire, c'est que la mise au point était beaucoup plus rapide qu'une mise au point classique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les exploitants ou les entreprises sont un petit peu réticents par rapport à la technologie au départ. Et une fois qu'ils l'ont adopté, en fin de compte, ils reprennent ce même produit pour de nouveaux chantiers avec une solution complètement communicante. Donc c'est vraiment un plus pour eux parce qu'ils gagnent énormément de temps. Et pour nous, c'est plus simple aussi pour la réception parce qu'on sait effectivement qu'on aura le bon débit au bon endroit. Après, je voulais rebondir juste sur l'histoire du delta T. Ce delta T-là, ça devient super important pour tout le monde, y compris dans Paris intramuros avec les réseaux de chaleur comme le nouveau Fraîcheur de Paris qui nous donne un delta T entre 7 et 15 et qui, effectivement, oblige à avoir ce retour à 15 sous peine de pénalité. Donc, effectivement, c'est très intéressant d'avoir toujours un contrôle très très fin de ce delta T. Merci. D'autres questions? Non, mais je crois qu'on est proche du temps, de la fin, c'est ça? On est pas mal. On est pas mal. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Enfin, il nous reste à vous remercier. Oui, merci beaucoup pour de votre attention. Et puis bonne journée à Energy Meeting et puis au plaisir. À très bientôt. À bientôt, au revoir.